Votre présence ne ferait que faire honte à la famille. C'est ce que mon père m'a dit il y a 6 mois, lorsque je lui ai dit que je voulais rentrer à la maison pour Noël. À l'époque, il ne savait pas que j'étais le fondateur d'une entreprise de plus de 150 employés. Pour lui, je n'étais qu'un type collé à un écran d'ordinateur qui allait faire honte à la famille. Ryan, mon jeune frère, avait ramené sa petite amie à succès pour faire connaissance avec tout le monde. Après cette conversation, j'ai discrètement rompu les liens avec eux. Mais 3 mois plus tard, mes parents se sont présentés chez moi. Ils m'ont demandé de trouver un emploi à Ryan dans mon entreprise parce qu'il fait partie de la famille. Attendez un peu, et je vous dirai exactement comment j'ai géré cette situation. Bonjour à tous. Je m'appelle David Martinez. J'ai 32 ans et je dirige une entreprise de technologie d'intelligence artificielle basée à Portland, dans l'Oregon. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit de toutes pièces de mes propres mains. Je n'ai jamais eu de soutien financier ou affectif de ma famille. Le drame familial que je vais partager s'est produit il y a 6 mois, à Noël dernier. Après des années de lutte acharnée dans le démarrage d'une entreprise, ma société est enfin devenue stable. Je n'ai jamais vraiment aimé rentrer à la maison pour les vacances, que ce soit Noël, Thanksgiving ou les anniversaires de famille. Je l'ai toujours redouté. Je détestais le sentiment d'être constamment regardé de haut par ma famille. Ils me comparaient toujours à Ryan, leur enfant chéri. Ryan est mon jeune frère, plusieurs années plus jeune que moi. Depuis que nous étions enfants, il a toujours été la fierté de la famille. Actuellement, il travaille comme directeur des ventes dans une entreprise à Seattle, gagnant environ $80 000 par an, un salaire décent pour quelqu'un qui a 28 ans. Et moi? J'ai toujours été, ce type d'ordinateur sans avenir, aux yeux de ma famille. Mais si j'évitais les réunions de famille, il s'en servirait comme d'une autre excuse pour me critiquer. C'est à ce moment-là que ma mère sortait des phrases comme « Ta carrière ne mène nulle part, et maintenant tu es aussi sans cœur » ou « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Ryan ?» Ils se soucient toujours de la famille. Ils ne savent pas que la soi-disant « petite entreprise informatique » qu'ils ont toujours méprisée se porte bien. En ce moment, nous avons plus de 150 employés. L'année dernière seulement, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de $2 millions, et je prévois actuellement d'ouvrir un deuxième bureau à Seattle. Alors pourquoi est-ce que, peu importe mon succès, ils ne l'ont jamais reconnu? Ils ont balayé du revers de la main chaque fois que j'essayais de partager quelque chose sur mon travail. Parfois, ils disaient même que j'étais un rêveur ou m'accusaient d'inventer des choses. Après avoir vécu cela suffisamment de fois, j'ai simplement cessé de parler de mon travail. Je me souviens de cet après-midi avec précision. Une semaine avant Noël, j'étais dans mon bureau en train d'examiner des documents lorsque mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai vu le nom de mon père sur l'écran, j'ai eu le ventre noué, comme toujours. Les appels de ma famille apportaient rarement de bonnes nouvelles. Essayant de paraître optimiste, j'ai décroché et j'ai dit « Salut papa, je venais juste de t'appeler pour te demander quelles sont nos intentions pour Noël cette année. » Il y a eu un lourd soupir de l'autre côté de la ligne. Puis, hésitant, il a dit « David, si possible, peut-être ne rentre pas à la maison cette année. » Au début, j'ai pensé qu'il était simplement prévenant, peut-être pensait-il que j'étais trop occupé par le travail de fin d'année et ne voulait pas que je perde mon temps à voyager. Essayant de rester calme, j'ai répondu « C'est bon, papa. Je peux m'arranger. La famille est plus importante que le travail. Je viendrai tôt et j'aiderai maman avec les préparatifs, comme toujours. » Il y a eu une longue pause après cela. J'entendais la télévision en arrière-plan et ma mère parlait à quelqu'un. Puis mon père a reparlé, cette fois sur un ton plus sérieux. Ce qu'il a dit ensuite m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ryan ramène sa petite amie à la maison pour faire connaissance avec la famille. Elle est directrice dans une grande entreprise à Seattle, très prospère et respectée. Jessica compte beaucoup pour lui. Il a fait une pause d'1 seconde. Je l'ai entendu se racler la gorge, comme s'il allait dire quelque chose de difficile. Puis il a continué, sa voix froide et directe, « Si tu es là, ça ne fera qu'embarrasser Ryan. Qu'est-ce que tu penses qu'elle pensera de notre famille si elle voit que le frère aîné de Ryan n'est qu'un anonyme qui travaille avec des ordinateurs et n'a aucun avenir ?» À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Il était difficile de respirer. Essayant de ne pas trembler de la voix, j'ai demandé, « Tu es sérieux, papa ?» Sans hésitation, il a répondu, « Oui. Tu ne devrais pas venir. » Ryan essaie de faire bonne impression sur Jessica et sa famille.
ta présence ne ferait que faire honte à nous tous. Et comme ça, il a raccroché au pas de pause, pas d'au revoir. Après l'appel, je suis resté assis là, le téléphone encore dans la main, regardant l'écran noir. Le bureau était toujours rempli de mes employés qui discutaient et riaient, mais tout a soudainement semblé étrangement silencieux. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique feu rouge, arrêt, feu vert, départ, tourner à gauche, tourner à droite, entrer dans le garage. Tout semblait fonctionner selon un scénario préprogrammé. Ce n'est que lorsque je suis entré dans mon appartement et que j'ai fermé la porte derrière moi que j'ai senti le silence écrasant s'installer. Et cette phrase n'a cessé de jouer lentement et clairement, comme si quelqu'un avait appuyé sur répéter sur un enregistrement vocal, ta présence ne ferait que faire honte à la famille. Après un moment, je me suis assis sur le canapé, les mains tremblantes, alors que j'ouvrais une bière du réfrigérateur. L'amertume de la bière s'est mélangée à l'amertume que je ressentais à l'intérieur. Pendant un instant, je me suis demandé si je l'avais mal entendu, mais non. Chaque mot, chaque ton avait été tranchant et froid. Il n'y a pas eu de lapsus, il n'y avait pas de place pour l'espoir. Et comme ça, les souvenirs de toutes les fois où j'avais été comparé à Ryan ont afflué, comme de vieilles bobines de films se rejouant dans ma tête. Je me souviens que j'avais 15 ans, et que Ryan avait été choisi comme attaquant titulaire de l'équipe de football scolaire. J'avais rejoint le club informatique. Ce soir-là au dîner, mes parents n'ont pas cessé de louer Ryan. Mon père a dit fièrement, ce garçon est quelque chose. Il obtient une bourse universitaire. Lorsque j'ai essayé de dire que je venais de gagner la première place au concours de programmation de l'État, ma mère a à peine hoché la tête et a dit, c'est gentil, chérie, puis elle s'est retournée pour interroger Ryan sur son entraînement. Plus tard, lorsque Ryan a obtenu une bourse de football complète à l'Université du Texas, toute la maison est devenue une fête. Des parents ont été invités pour le féliciter. Lorsque je suis entré dans le programme d'informatique de l'Université de Portland avec une bourse partielle, personne ne l'a même mentionné. Après l'université, Ryan a trouvé un emploi dans une grande banque de Dallas comme analyste d'affaires. Cela semblait impressionnant, même si ce n'était qu'un emploi de bureau de niveau débutant. Mes parents l'ont fièrement dit aux voisins, notre fils travaille dans le secteur bancaire, il a un bel avenir. Quant à moi, j'ai décidé de lancer une start-up après mes études. J'ai économisé $5 000 grâce à des emplois à temps partiel et un vieux portable. Les 2 premières années ont été les plus difficiles de ma vie. Je travaillais 16 heures par jour et je dormais dans un petit bureau loué qui coûtait $1 200 par mois. Même pendant les moments les plus difficiles, je n'ai jamais appelé à la maison pour demander de l'argent non pas par orgueil, mais parce que je savais exactement ce qu'il dirait, je t'avais dit que ce non-sens de start-up était une perte de temps. Trouve simplement un emploi de bureau comme Ryan, joue la sécurité. Puis, il y a 4 ans, Ryan, qui avait 24 ans à l'époque, a envoyé $1000 à nos parents pour qu'ils puissent acheter une nouvelle télévision. Au moment où ils ont reçu l'argent, ils m'ont appelé, plein de fierté. Ryan vient de nous envoyer $1000, a dit mon père. Il a dit qu'il voulait qu'on ait une belle télévision à regarder. Puis, comme pour planter un couteau, ma mère a ajouté, pourquoi ne peux-tu pas être attentionné comme ton frère? Il est plus jeune que toi mais sait comment prendre soin de sa famille. À ce moment-là, désespéré de reconnaissance, je lui ai dit, la prochaine fois que vous aurez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Si je peux vous aider, je le ferai. Cette phrase a ouvert la porte à ce qui est devenu 4 années de soutien financier de ma part. Au début, c'était des petites choses. Tous les 2 ou 3 mois, maman envoyait un texto, chérie, le réfrigérateur est tombé en panne. Puis-je emprunter $400? La semaine suivante, papa appelait, j'ai besoin de nouveaux pneus. Peux-tu envoyer $30? Mais puis, il y a 3 ans, mon père a eu un accident du travail qui l'a empêché de conserver un emploi à temps plein. Ma mère m'a envoyé un message expliquant leurs difficultés financières. La pension partielle de papa et son travail à temps partiel ne suffisaient pas à tout couvrir. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à leur envoyer $1200 par mois non pas parce qu'ils l'ont demandé, mais parce que je voulais prouver que je pouvais aussi prendre soin d'eux, que je pouvais être un bon fils, comme Ryan. Pendant 3 années consécutives, j'ai envoyé $1200 par mois au plus de $43 000 au total et à la fin, ils m'ont quand même dit de ne pas rentrer à la maison pour Noël parce qu'ils craignaient que je ne les embarrasse. Alors que j'étais encore perdu dans le flot de souvenirs, un message de mon père est soudainement apparu sur mon téléphone, une seule ligne, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne rentre pas à la maison. Ne me fais pas honte.
Après avoir lu cela, je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas triste au point de m'effondrer. Ce sentiment unique, clair, net s'installait dans ma poitrine. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier geste. S'ils n'avaient pas besoin de moi, je n'avais pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Si, à leurs yeux, Ryan était l'enfant chéri, alors je n'avais plus besoin de me battre pour cette place, car peu importe mes efforts, cela ne suffirait jamais. À ce moment-là, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler jusqu'à la section des paiements automatiques, celle que j'avais configurée pour transférer de l'argent à mes parents chaque mois, et sans hésitation, j'ai appuyé sur Annuler. Une seconde plus tard, l'écran de confirmation est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? J'ai appuyé sur oui sans hésitation. Après cela, je ne leur ai plus rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Je savais qu'ils m'appelleraient quelques jours après Noël parce que j'avais programmé les virements pour le premier de chaque mois. Une semaine plus tard, le jour de Noël, j'ai décidé de faire quelque chose de positif pour moi-même. Au lieu de me sentir désolé à la maison, je me suis porté volontaire dans une soupe populaire locale. Portland compte de nombreuses organisations caritatives qui restent actives pendant les vacances, et j'ai pensé que ce serait un moyen significatif de passer la journée. De 14h à 19h, j'ai aidé à servir des repas aux personnes sans abri et aux familles en difficulté. Il y a eu des histoires touchantes et des sourires sincères, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de faire quelque chose qui avait vraiment du sens. Ce soir-là, un message a attiré mon attention alors que je rentrais chez moi et que je commençais à faire défiler sans réfléchir les médias sociaux. C'était une photo de Miguel, mon cousin, quelqu'un à qui je parlais rarement. Toute la famille souriait autour de la table du dîner de Noël. Sur la photo, mes parents étaient assis au centre, souriants et détendus. Et dans le coin droit de la photo, j'ai vu Ryan avec son bras autour de Jessica. Ils avaient l'air sincèrement heureux. La légende que Miguel a écrite disait « Le meilleur Noël de tous les temps ». Tellement heureux d'avoir rencontré Jessica, elle est parfaite pour Ryan. Personne sur cette photo n'avait l'air triste ou comme s'il me manquait. Il n'y avait pas un seul siège vide qui laissait supposer mon absence. Mes parents souriaient tous, Ryan et Jessica avaient l'air confortables, et les tantes et les oncles avaient l'air à l'aise. Et puis j'ai su que j'avais pris la bonne décision en interrompant le soutien financier. Si, pour eux, je n'étais rien de plus qu'un guichet automatique, si ma présence ne faisait que gâcher l'ambiance, alors arrêter les deux était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour eux et pour moi. Ils pouvaient profiter de leur réunion sans avoir à gérer ce type d'ordinateur qui n'a pas d'avenir, et je n'avais plus à jouer le rôle du fils qui ne s'est jamais senti assez bien. Quelques secondes plus tard, j'ai éteint mon téléphone, j'ai terminé ma tasse de chocolat chaud, et je me suis senti en paix le soir de Noël pour la première fois depuis des années. Environ une semaine après Noël, comme je l'avais prédit, j'ai reçu le premier message de ma mère. Il avait ce même ton doux qu'elle utilisait toujours, « David, peux-tu vérifier à nouveau ?» C'est le deuxième, et je n'ai toujours pas reçu l'argent. J'ai lu le message, j'ai regardé l'écran pendant un moment, puis j'ai posé mon téléphone sans répondre. Ce n'est pas parce que je voulais être dramatique, c'est parce qu'après tout, après avoir entendu « Ta présence ne ferait que faire honte à la famille », la première chose à laquelle ils ont pensé était l'argent en pas, « Vas-tu bien ?» Pas même quelque chose d'aussi simple que « Où as-tu passé Noël cette année ?» Le lendemain, mon père m'a appelé 3 fois de suite. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Quelques minutes plus tard, il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté en rentrant chez moi. Sa voix était courte, impatiente, comme elle l'avait toujours été. « David, pourquoi n'as-tu pas envoyé l'argent? Que se passe-t-il? Rappelle-moi maintenant. » Cette fois, j'ai décidé de répondre non pas par un appel, mais par un court texto. J'ai annulé le paiement automatique. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, lorsque je l'ai rallumé, j'ai vu 45 appels manqués de mon père et 12 messages de ma mère, mais je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas lu un seul message parce que je savais déjà exactement pourquoi ils me contactaient. L'après-midi suivant, j'ai reçu un appel de tante Carole, la sœur aînée de ma mère. Au moment où j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai eu le sentiment que ce ne serait pas une conversation agréable. D'une voix sévère, elle a commencé à me réprimander. « David, tu n'es pas rentré à la maison pour Noël, et maintenant tu as cessé d'envoyer de l'argent à tes parents. Penses-tu que c'est la bonne chose à faire ?» J'ai essayé de rester calme et j'ai répondu « Tante, il y a des raisons pour lesquelles je… » Mais elle ne m'a pas laissé finir. Sa voix s'est durcie lorsqu'elle m'a interrompu. « Ta mère est venue chez moi hier en larmes.
Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi son fils la traiterait comme ça. Il y a eu une pause. Je l'ai entendu soupirer lourdement de l'autre côté de la ligne. Puis, sur un ton plein de déception, elle a dit quelque chose qui m'a frappé durement. « David, je suis déçu de toi. Je n'aurais jamais pensé avoir un neveu si ingrat. Tes parents t'ont élevé, t'ont tout donné, et maintenant tu leur tournes le dos. » Mon visage était brûlant, je sentais le sang monter, mais j'ai gardé ma voix stable et j'ai essayé d'expliquer. « Tante, je les ai soutenus pendant des années. » Elle a raccroché à ce moment-là. Peut-être qu'à cet instant, elle a cru tout ce qu'il lui avait dit. Le soir même, je ne pouvais plus rester assis. Le sentiment d'être incompris, d'être qualifié d'ingrat, ne cessait de me ronger. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 45 minutes jusqu'à la maison de tante Carole dans la banlieue de Dallas. Lorsque j'ai sonné à la porte, elle a ouvert la porte et m'a vu debout là. Son visage s'est immédiatement refroidi. D'une voix ferme, elle a dit « David, rentre chez toi. Je ne veux plus te parler. » Au moment où elle allait fermer la porte, j'ai dit « Tante, donne-moi juste 10 minutes. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Elle a fait une pause, me regardant avec suspicion, puis a dit à contre-cœur « Seulement 10 minutes. » Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message de mon père. Les mots étaient clairs à l'écran « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne rentre pas à la maison. Ne me fais pas honte. » Gardant la voix calme, j'ai dit « C'est pour ça que je ne suis pas venu pour Noël. Non pas parce que je suis froid ou jaloux de qui que ce soit. » Les sourcils de tante Carole se sont froncés, et j'ai vu son expression commencer à changer. Elle a pris le téléphone de ma main et a lu le message attentivement. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai affiché un historique complet des transactions. Chaque paiement était listé l'un après l'autre, 1200 $ chaque mois, comme du papier timbré, pendant 36 mois consécutifs, soit un total de 43 200 $. Tante Carole a regardé l'écran, visiblement stupéfaite. Elle a fait défiler vers le haut et vers le bas, vérifiant chaque ligne. Sa voix tremblait lorsqu'elle a finalement parlé. Tu as envoyé autant. Pourquoi ta mère dirait-elle? Je l'ai interrompu, doucement mais fermement. Qu'est-ce que ma mère t'a exactement dit? Tante Carole s'est affaissée sur le canapé, clairement secouée, avec une expression stupéfaite sur le visage. Elle a commencé à expliquer. Elle m'a dit que tu étais jaloux de Ryan parce qu'il a une petite amie si réussie. Elle a dit que c'est pourquoi tu n'es pas rentré à la maison, et elle m'a dit que tu n'avais jamais envoyé que 200 $ par mois. Je l'ai regardée, incapable de cacher la douleur dans ma voix. 200 $, tante? Elle a hoché la tête lentement, puis a ajouté, elle a dit, depuis que Ryan est sorti avec Jessica, tu es devenu jaloux et tu as arrêté même cette petite somme. Sa voix s'est éteinte dans un murmure. 30 minutes plus tard, après avoir tout partagé chaque détail, chaque moment qui a mené à ce point, tante Carole s'est levée avec une nouvelle expression de détermination. Sur un ton sérieux, elle a dit, David, je te dois des excuses sincères. Je t'ai mal jugé. Maintenant, permets-moi de prendre des photos de tout ça. J'ai demandé, que allez-vous faire avec? Et d'une voix ferme et stable, elle a répondu, je vais les envoyer au reste de la famille. Ils méritent de connaître la vérité sur celui qui a pris soin de cette famille toutes ces années. Le lendemain matin, tante Carole a fait exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Je ne savais pas ce qu'elle avait écrit dans le chat de groupe familial, mais vers 10 heures, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Le nom de mon père est apparu en premier, puis celui de ma mère, puis celui de Ryan. Je n'ai répondu à aucun des appels. Vers 15 heures, tante Carole a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Il y a eu une courte pause au bout du fil, puis sa voix est passée, claire mais plus tendue. David, j'appelle juste pour te dire quelque chose. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a continué lentement, tout le monde des deux côtés de la famille a tout vu. Ils ne défendent plus tes parents. Les gens sont déçus. J'ai pu l'entendre soupirer lourdement avant qu'elle n'ajoute, désormais, la famille prendra ses distances avec eux. Quant à toi, je pense qu'il est temps que les gens sachent qui tu es non pas à travers les histoires de tes parents, mais à travers la vérité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis là, silencieux. Une partie de moi espérait encore ne pas avoir à entendre ça la vérité, à savoir que pour que je sois enfin vu pour qui je suis, les autres devaient prendre leur distance avec mes parents. Mais j'ai compris. Parfois, il faut laisser les vieux liens s'estomper pour laver son nom.
Juste avant de raccrocher, tante Carole a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre de sa part. Je suis désolé, David. Vraiment désolé. 3 mois se sont écoulés dans une paix complète. L'entreprise se développait plus vite que je ne l'avais prévu. Les revenus du premier trimestre avaient bondi de 40% par rapport à l'année précédente. Nous avons officiellement ouvert notre succursale de Seattle, avec 25 nouveaux employés. J'ai décidé de superviser personnellement le processus d'embauche pour nous assurer que nous maintenions nos normes. Un jour, Linda Harper, notre responsable des ressources humaines, triait des centaines de candidatures. Elle est entrée dans mon bureau en portant une pile de curriculum vitae soigneusement sélectionnés. Sur son ton professionnel habituel, Linda a dit, « David, nous avons réduit le nombre de candidats à 10 candidats solides pour le poste de directeur des ventes à Seattle. J'aimerais que tu les examines avant que nous ne procédions aux derniers entretiens. » En feuilletant les dossiers, un nom m'a fait geler la main, Ryan Martinez. J'ai levé les yeux vers Linda, essayant de garder ma voix neutre. Ce candidat, sait-il que je dirige l'entreprise? Linda, toujours composée, a secoué la tête. Non. Il a postulé via notre site web et a été présélectionné par l'équipe de recrutement selon la procédure standard. Nous ne divulguons pas les noms des dirigeants avant l'entretien final. J'ai hoché la tête et j'ai fait une pause. Puis j'ai dit, je m'occuperai moi-même de cet entretien. Linda a eu l'air surprise, et c'était compréhensible. Je ne m'impliquais que rarement directement dans les entretiens à ce niveau. Pourtant, elle a légèrement hoché la tête et a dit, compris. L'entretien était prévu pour le mardi à 14 h dans la salle de conférence principale. J'y étais avec Linda et Jack, le chef d'équipe de la nouvelle succursale de Seattle. À 14 h précises, Ryan est entré dans la salle vêtu d'un costume bleu marine. Il avait l'air confiant et professionnel, souriant poliment en serrant la main de Linda et de Jack. J'ai poussé la porte et je suis entré alors qu'il s'asseyait sur la chaise d'entretien. Au moment où nos yeux se sont rencontrés, le sourire de Ryan s'est figé complètement. Gardant son professionnalisme habituel, Linda a pris la parole. Ryan, permettez-moi de vous présenter le fondateur et responsable de Teshflow Solutions, David Martinez. Ryan est resté immobile, figé comme une statue, le visage dépourvu de couleur, les lèvres entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Il a fallu près de 10 secondes avant qu'il ne se reprenne. D'une voix tremblante, il a balbutié, « David, je ne savais pas que vous étiez le fondateur de Teshflow Solutions. » Ignorant la réaction, j'ai parlé sur un ton professionnel. « Bonjour, Ryan. » Commençons l'entretien. Ce qui a suivi a été 45 minutes de pur malaise. Ryan a trébuché sur des questions de base. Lorsque Linda a posé des questions sur les indicateurs de performance clés et les indicateurs de performance, il n'a pas pu fournir de chiffres concrets. Lorsque Jack a posé des questions sur les systèmes de gestion de la clientèle et les stratégies de fidélisation, Ryan n'a donné que des réponses superficielles. Il est devenu clair qu'il avait exagéré son expérience sur le curriculum vitae. Il s'était présenté comme directeur des ventes principales, mais n'avait occupé qu'un poste de vendeur junior. Même les chiffres de performance qu'il avait inclus ne correspondaient pas à ce qu'il avait décrit pendant l'entretien. Finalement, j'ai posé la question cruciale. Ryan, conformément à la politique de notre entreprise, nous avons des lignes directrices strictes concernant les conflits d'intérêts lors de l'embauche de membres de la famille. Comprenez-vous ce que cela signifie? Ryan a avalé difficilement. La sueur avait transpercé sa chemise. Je comprends. Sur mon ton professionnel habituel, j'ai expliqué, cela signifie que la barre est plus haute, pas plus basse. Nous devons maintenir une équité totale dans le processus. Avez-vous des questions? Ryan a secoué la tête, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Linda a officiellement conclu l'entretien. Merci pour votre temps. Nous vous contacterons dans la semaine. Après le départ de Ryan, nous 3 sommes restés pour l'évaluation. Jack a parlé le premier, aussi franc que jamais. Pour être honnête, il n'est pas qualifié pour le poste. Connaissances techniques faibles, et son expérience ne répond pas aux exigences du poste. Linda a hoché la tête en signe d'accord sans hésitation. Je suis resté assis en silence pendant quelques secondes avant de donner le mot final. La décision est claire. Nous allons rejeter cette candidature en suivant la procédure standard. Linda a répondu immédiatement. J'enverrai l'avis officiel par courriel. Linda a envoyé à Ryan un courriel de rejet standard 2 jours après l'entretien.
Il disait « Merci de l'intérêt que vous avez porté à Techflow Solutions. Après mûre réflexion, nous avons décidé de poursuivre avec d'autres candidats dont les qualifications correspondaient plus étroitement aux besoins du poste. » Je savais que les retombées ne s'arrêteraient pas à Ryan, et effectivement, ce soir-là, alors que j'étais à la maison à regarder Netflix, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, appels manqués de mon père, de ma mère et de Ryan. Je n'en ai pas décroché un seul. Le lendemain matin, un flot de messages est arrivé. De ma mère, David, comment as-tu pu faire honte à Ryan comme ça? C'est ton frère. De mon père, tu ferais mieux de t'expliquer. Comment as-tu pu être si insensible envers ta propre famille? De Ryan, David, j'avais besoin de ce travail. S'il te plaît, je t'en supplie, reconsidère. J'ai lu chaque message, puis je les ai tous supprimés. Pas de réponse. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Plus tard cet après-midi-là, alors que j'étais en réunion de direction pour discuter de notre stratégie du deuxième trimestre, Linda a frappé à la porte et est entrée, semblant un peu inquiète. Elle a dit « David, je viens de recevoir un appel de quelqu'un qui s'est présenté comme votre père. Il a demandé à vous rencontrer concernant la candidature de Ryan. » J'ai répondu immédiatement. « Linda, veuillez lui faire savoir que toutes les décisions d'embauche chez Techflow Solutions sont strictement basées sur les qualifications et les procédures de l'entreprise. Nous ne discutons pas de ces décisions avec quiconque en dehors de l'organisation, y compris les membres de la famille des candidats. » Linda a hoché la tête et a fait exactement comme je l'avais demandé. Ce soir-là, je leur ai envoyé un dernier message, un texto de groupe à tous les trois, les décisions d'embauche sont basées sur les qualifications professionnelles, et non sur les liens familiaux. Ryan ne répondait pas aux exigences du poste. Cette décision est définitive. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros. Mais je savais que ce ne serait pas la fin, et j'avais raison. Après une longue journée de travail ce vendredi, je suis rentré à la maison et j'ai été stupéfait de voir mes parents debout devant ma porte. Je savais que ce n'était pas une simple visite lorsque je les ai vus. J'ai ouvert la porte et je les ai invités à entrer non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voulais pas avoir cette conversation en plein air où les voisins pourraient entendre. Nous nous sommes assis dans le salon, les verres d'eau que j'avais sortis sont restés intacts. Mon père a parlé le premier. Il essayait de rester composé. « David, nous devons parler de Ryan. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, ma mère a interrompu, sa voix légèrement tremblante. « Ryan souffre en ce moment. » Je n'ai rien dit. Je suis resté assis là et j'ai écouté, attendant de voir où cela allait, même si j'avais déjà une idée. Et comme je m'y attendais, le ton de mon père a changé. Il s'est penché en avant et a dit, plus fermement, « Tu dois donner un poste à Ryan dans ton entreprise. La famille s'entraide, n'est-ce pas ?» Après cela, ma mère a adouci sa voix, comme si elle était tout à fait raisonnable. « Ryan est capable. Donne-lui juste une chance, et il le prouvera. » J'ai regardé les deux personnes assises en face de moi, celles qui m'avaient autrefois dit que je ferais honte à la famille si je venais pour Noël. Ils étaient assis dans l'appartement que j'avais acheté avec mon argent, me demandant de violer la politique de l'entreprise, tout cela pour le bien de la famille. Gardant mon ton calme, j'ai répondu, Ryan a été interviewé comme tous les autres candidats. Et le résultat a été qu'il ne répondait pas aux qualifications pour le poste. Immédiatement, mon père s'est énervé. Des qualifications? C'est ton frère. Tu diriges l'entreprise. Tu peux embaucher qui tu veux. À ce moment-là, j'ai compris, il ne comprenait pas comment fonctionne une véritable entreprise. Il pensait qu'être responsable signifiait que je pouvais faire tout ce qui me plaisait. J'ai gardé mon calme et j'ai expliqué, j'ai une responsabilité envers plus de 150 employés et nos actionnaires. Je ne peux pas embaucher quelqu'un de non qualifié juste parce qu'il est de la famille. Mon père a élevé la voix. C'est ton entreprise. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai secoué la tête. Non. Nous avons un conseil d'administration, nous avons des investisseurs, nous avons des processus et des politiques strictes pour une raison. Et puis ma mère a interrompu. Suis juste les règles cette fois-ci, pour le bien de la famille. Après mon explication, mon père s'est levé. Il n'a pas crié comme je m'y attendais. Au lieu de cela, il a parlé d'une voix basse et menaçante. David, si tu ne résous pas ça, on s'en occupera. À ce moment-là, le ton de ma mère a également complètement changé. Sa voix est devenue froide. Tu crois que tu peux simplement oublier ta famille maintenant que tu as réussi?
As-tu oublié ce que ton père et moi avons sacrifié pour toi? Je pouvais sentir la conversation se transformer en quelque chose de douloureusement familier, la culpabilité, la manipulation émotionnelle. Sur un ton plus ferme, j'ai répondu, je n'ai rien oublié, mais les affaires sont les affaires. J'ai traité Ryan de la même manière que je traite tous les autres candidats. Mon père a perdu son sang-froid après ça. Il a crié directement, si tu ne donnes pas ce travail à Ryan, on ira à ton bureau. On dira à tes employés quel genre de personne tu es. Au moment où j'ai entendu cette menace, je me suis levé non pas par colère, mais parce que j'ai réalisé que cette conversation avait franchi une ligne. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le 911. Lorsque le répartiteur a répondu, j'ai dit calmement, j'ai besoin d'une assistance policière. 2 personnes ont refusé de quitter ma propriété après avoir été priées à plusieurs reprises. Je leur ai donné mon adresse. Lorsque je suis retourné dans le salon, mes parents avaient l'air complètement choqués, incrédules. Ma mère a demandé, tu as appelé la police sur tes parents? J'ai hoché la tête silencieusement. Je n'ai rien dit de plus. Ils sont restés où ils étaient, pensant toujours que je bluffais. 10 minutes plus tard, 2 agents sont arrivés. Ils étaient professionnels et respectueux envers toutes les personnes impliquées. Après avoir entendu les 2 parties, ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une affaire civile. Ils m'ont conseillé de pouvoir demander une ordonnance de restriction si le harcèlement se poursuivait. Peu de temps après, mes parents ont été escortés hors de ma maison par la police. Juste avant de partir, mon père s'est retourné et a dit, « David, tu regretteras cette décision. » Ma mère a sangloté, « Tu as tué cette famille. » La semaine suivante, j'ai demandé une ordonnance de restriction officielle. Le processus a été simple. J'ai soumis une documentation détaillée de toutes les menaces et du harcèlement, y compris leur refus de quitter ma propriété après avoir été plusieurs fois invité à le faire. Un juge a accordé une ordonnance de restriction temporaire, avec effet immédiat. 6 mois après tout ce qui s'est passé, ma vie a complètement changé pour le mieux. L'entreprise a dépassé toutes les attentes. Nous avons maintenant 180 employés, notre succursale de Seattle est florissante, et nous envisageons activement une expansion en Californie. Plus important encore, notre environnement de travail est basé sur le mérite, le respect mutuel et un véritable soutien. Nous célébrons ensemble les victoires et nous nous soutenons mutuellement pendant les moments difficiles. Quant à Ryan, après cette expérience, il a trouvé un poste dans une plus petite entreprise à Austin. Et mes parents? Je ne sais honnêtement pas ce qu'ils font maintenant. L'ordonnance de restriction est toujours en vigueur, ils n'ont pas le droit de me contacter directement et ne peuvent pas s'approcher de mon domicile ou de mon lieu de travail. Je ne me sens pas coupable de cette décision. Il y a 2 mois, quelque chose de nouveau a commencé dans ma vie. J'ai commencé à sortir avec Sarah, une graphiste que j'ai rencontrée grâce à un projet professionnel. Elle comprend le chemin que j'ai parcouru. Elle ne juge pas mon passé ni les complexités de ma famille. Elle apprécie la personne que je suis devenue. Et il y a tout juste 1 mois, j'ai lancé un programme de bénévolat pour les jeunes entrepreneurs issus de familles complexes. Je partage mon histoire et j'offre des conseils à ceux qui naviguent dans des défis similaires. À travers tout cela, j'ai réalisé que la famille n'est pas une raison d'accepter les mauvais traitements, l'amour ne vient pas avec des conditions ou des exigences, et parfois, la façon la plus puissante de s'honorer soi-même est de savoir quand s'éloigner. Je n'ai pas abandonné ma famille, j'ai fixé des limites pour protéger ma santé mentale et mes valeurs. Et avant de terminer cette histoire, je veux vous demander quelque chose, avais-je tort de déposer une ordonnance de restriction contre mes parents? Avais-je tort de refuser d'embaucher mon frère malgré la pression de ma famille? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment entendre parler des personnes qui ont été confrontées à des situations similaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la dynamique familiale, le développement personnel et le courage qu'il faut pour créer des limites saines. Je vous souhaite la paix aujourd'hui.